Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Omloop Het Nieuwsblad aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette 78e édition de l'épreuve belge, cette épreuve d'ouverture du calendrier belge. Qui s'appelait avant le Edvolk, c'était plus facile à dire. On va pas se mentir, parce qu'on m'a fait la vanne dans les commentaires comme que j'avais un accent belge de merde, c'est normal, je suis pas flamand non plus. Hein. Et à un moment, bon. C'est-à-dire que si je vous demande de parler en berrichon, vous allez voir, vous allez bien galérer aussi. Vous allez avoir du mal à comprendre. Ça s'appelle l'accent. Du côté du Het Nieuwsblad, il s'est passé pas mal de choses quand même aujourd'hui. Course assez animée qui s'est décantée extrêmement tôt. On va essayer de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette épreuve. Et puis on va commencer tout de suite avec le débrief de cette épreuve. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette épreuve. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. TikTok, j'ai en effet de aujourd'hui, ça a repris TikTok, donc vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai enregistrées. EPS 2.0 également sur Spotify. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, vous pouvez mettre également un super thanks. Ça c'est pour soutenir la chaîne. Course très rapide sur ce Omloop Het Nieuwsblad. Ça n'a pas vraiment débranché. 42 de moyenne quand même. Pour un début de saison, c'est pas mal. Ça a roulé plutôt sur un gros rythme, moins de 5 heures de course. Voilà, donc ça a été quand même plutôt très rapide. Et puis avec une course très très animée, où il s'est passé quand même de nombreuses choses. Pendant cette épreuve, on a eu la domination de la Jumbo-Visma aujourd'hui, qui a lancé les hostilités, qui gagne la course, mais qui en fait a fait la majorité du travail. On a eu du très grand Arnaud Delis, il faut le dire, aussi, qui a été impressionnant, le coureur wallon. Et puis, il y a des équipes, des coureurs qui sont passés à côté, et on va y revenir aussi, parce qu'il y a une équipe quand même où c'est un peu inquiétant, déjà, dès maintenant, mais voilà, des équipes et des coureurs qui sont passés à côté, qui n'ont pas réussi à s'en sortir comme ils le souhaitaient. Après, c'est ce qu'on va dire là ce soir dans cette vidéo, faut quand même le prendre aussi avec des pincettes. On est sur la première épreuve pavée de la saison. Donc, quand on passe à côté de la première épreuve pavée de la saison, c'est pas forcément parce qu'on est aux fraises. Ça peut être parce qu'on a une préparation qui est plutôt pour le mois d'avril. Je rappelle, nous sommes qu'en février. Ça dure 2 mois, hein, la saison des classiques flandriennes. Donc voilà, le Tour des Flandres, c'est encore dans 2 mois. Ça peut être aussi parce que, bon, comme dans toute classique, on peut avoir de la malchance, mais bon, ça fait partie de la course aussi, et parfois parce qu'on n'est pas encore très très bien calé du côté de ces courses-là. On commence tout de suite avec le bilan des Bleus. Bilan des Bleus, c'est depuis longtemps qu'on n'en avait pas fait, hein. Mais sur les grandes courses comme ça, World Tour, c'est intéressant de faire un bilan des Bleus quand il y a pas mal de coureurs français qui se sont montrés. Je commence avec Mathis Lebert, très très belle journée de la part du Français. Pour plusieurs raisons, je dis très très belle journée de Mathis Lebert. Tout d'abord, il a quand même fait beaucoup de temps en échappée. C'est quand même celui qui a résisté le plus longtemps dans l'échappée. Et en plus, il a le culot de ressortir. C'est-à-dire, il se fait rattraper une première fois par le peloton, bam, il ressort. Et il arrive quand même à résister à Jonathan Milan, à Mohoric. Et il arrive à résister. Non, c'était. Je sais plus. Si c'était Mohoric. Mais il arrive surtout à résister à Van Baarle jusqu'au mur enfin, au Capel-Mur, le vieux le mur de Gramont, pardon, je vais y arriver. Parce qu'il y a les doubles noms, j'ai oublié de dire ça aussi lors de la présentation de la course. C'est vrai que le Capel-Mur, le mur de Capel, c'est également le mur de Gramont. Du côté quand même de Coco, c'est assez impressionnant. Non, c'était Vermersch, voilà, c'était Vermersch, c'était pas Mohoric qui était à ce moment-là, mais Mathis Lebert,
c'est quand même sa première participation. C'est-à-dire à 22 ans, un truc comme ça, 20 ans même, 21 ans, réussir à faire ça, waouh, chapeau coco, hein, parce que c'est pas une course facile. L'année dernière, il n'était pas chez les professionnels. Il était chez Côte d'Armor Marie-Morin U, donc qui est un club amateur de D1, alors qui est un bon club amateur, mais quand même. Réussir à faire ça sur une épreuve de ce type-là, faire autant de kilomètres d'échappée dans une épreuve de ce type-là, c'est quand même fort de la part du Français, bah, qui a vraiment été impressionnant. Et en même temps, sur ce type de course-là, c'est ce que disait un petit peu Jackie Durand sur Eurosport, mais je suis assez d'accord là-dessus. C'est vrai que c'est quand même plus intéressant, je pense, d'être en échappée sur ce type d'épreuve-là, quand c'est votre première participation ou quand vous avez peu d'expérience sur les classiques flandriennes, que d'être dans le peloton. Parce que le parcours de ces courses-là tourne énormément. Et en fait, il faut avoir énormément d'expérience pour pas se perdre sur ces épreuves-là, pour se rappeler à quel moment ça tourne à droite, à quel moment ça tourne à gauche. Voilà, parce que ça tourne tout le temps en fait, et on est toujours dans les mêmes coins. C'est-à-dire que là, pendant 2 mois, dans toutes les classiques flandriennes, on va être dans, encore une fois, un rayon de 50 km, quasiment sur tous les secteurs pavés. Donc c'est à part le Samin qui est un peu à part, mais toutes les autres courses, on est dans le même secteur. Et donc c'est toujours compliqué de se repérer. Et pour un débutant, je pense que c'est toujours intéressant d'être dans l'échappée. Mais il faut quand même être culotté pour se dire, je vais suivre Van Baarle, vainqueur du dernier Paris-Roubaix. Surtout qu'on vient de faire 150 km d'échappée auparavant. Donc non, sacrée performance de la part de Mathis Lebert, et 5 coureurs que j'attends de revoir. Hein. Parce que vraiment, quand tu fais ça à 21 ans, c'est que tu as un petit potentiel quand même hein, sur ce type de course-là. C'était pas forcément la recrue qu'on avait le plus coché du côté de Arkea, parce que bon, c'est un bon coureur, mais c'est pas forcément le coureur qu'on avait coché. En plus, je crois qu'il finit dans le. Alors, faut savoir que là, pour un moment, j'enregistre, il est 16h50, j'ai que les 10 premiers du classement général. Enfin, du classement de la course, c'est pas forcément facile pour faire un débrief. Donc, je peux pas vous dire les mecs qui ont fini au-delà de cette 10e place, mais je crois qu'il est resté dans le peloton. Hein, donc, c'est plutôt une belle perf de la part du coureur français. Donc, c'est plutôt intéressant de la part du coureur d'Arkea. Belle perf également de Christophe Laporte, 3e. Bon, il a profité du fait que Van Baarle était devant, mais il était toujours plutôt bien placé dans les secteurs pavés. Il se fait battre par Arnaud Delis, mais bon, Arnaud Delis au sprint, et puis aujourd'hui, Arnaud Delis, il a été impressionnant. Laporte, c'était son premier jour de course de la saison, hein, donc Arnaud Delis, il a quand même couru, il doit avoir déjà une dizaine de jours de course dans les pattes. Donc ça fait des petites différences de niveau et c'est tout à fait normal. Mais Christophe Laporte, moi j'ai trouvé impressionnant encore aujourd'hui, très bon placement. Il n'avait pas l'air d'être en souffrance. Alors certes, il a profité du fait qu'il y avait Van Baarle devant et qu'il n'a pas roulé, même si on a tenté de le faire rouler. On a bien vu un nombreux moments où on essayait de le faire passer des relais, mais sauf que non, il a bien résisté, hein, il n'avait pas passé de relais. Notamment, c'est pas trop Delis, c'est plutôt Moric, notamment, qui a tenté de lui faire passer des relais. Mais belle perf de la part de Christophe Laporte, et c'est plutôt très encourageant pour la suite des classiques flandriennes, même si encore une fois hein, sa place chez Jumbo va pas être facile, hein. Il va y avoir une hiérarchie à construire avec Van Aert, avec Van Baarle, mais là on a vu quand même pas mal de fois Laporte protégée, donc je pense que c'était leur carte numéro 1. Van Baarle était la deuxième carte, et ça c'est plutôt intéressant de voir que le coureur est protégé, de voir que le coureur est en forme. Donc ça c'est plutôt très bien ce qu'a produit Christophe Laporte sur cette première course. Du côté des flops, je commence avec la totale. Alors Sagan a complètement disparu à 40 bornes, plus de 40 bornes de l'arrivée. Il lâche quand même à plus de 40 km de l'arrivée, Sagan. Hein. C'est pas très rassurant. Alors certes, c'est la première classique flandrienne de la saison, mais c'est quand même pas rassurant sur le niveau physique de Peter Sagan. Je rappelle que, alors, certes, l'année dernière, l'équipe a bien performé, mais je rappelle qu'on n'a pas recruté Peter Sagan comme statut de capitaine de route. On a recruté Peter Sagan pour qu'il soit un minimum performant quand même sur certaines grandes courses du calendrier.
Le Hetniesblad, ça fait partie des grandes courses du calendrier, quand même, auxquelles participe Total. Voir un mec lâcher avant le dernier quart de la course, quasiment, c'est un peu problématique, je trouve. Turgis, bon bah pas de chance pour lui, il tombe. Il tombe dans un des rares virages où il y avait pas mal d'humidité à l'intérieur. Il repart pas très bien, il faut le dire. Et puis après, le reste de l'équipe, on les a pas vus. Donc c'est vrai qu'ils sont passés un petit peu à côté. Pour le moment, Total Energy, on n'a pas vu Boisson-Hagen. Notamment, ni Dries Van Gestel. Donc ça a été compliqué. Voilà, pour la Total Energy, sur cette épreuve, ils sont passés un petit peu à côté. Mais Peter Sagan, on en a parlé en plus dans les commentaires, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai répondu à un commentaire qui me demandait est-ce qu'on peut encore parler de grand Peter Sagan. Moi je suis quand même inquiet parce que moi j'ai quand même des doutes sur le fait qu'on retrouve un jour le grand Peter Sagan, parce que quand tu l'entends à chaque fois en interview avec ce gros manque de motivation qu'il a, je me demande comment il fait pour s'entraîner tous les jours. C'est vraiment la question que je me pose avec Peter Sagan, parce que quand tu l'entends en interview, t'as l'impression que le mec a 25 ans de carrière, qu'il est lessivé, et qu'il a plus aucune motivation et plus aucune passion en plus, foncièrement pour le cyclisme, qui trouve plus de plaisir à pratiquer le cyclisme. Mais je me dis, comment il arrive à s'entraîner? Parce que quand vous êtes cycliste professionnel, il faut vous entraîner tous les jours. C'est quand même pas forcément évident. Je me pose vraiment la question comment il arrive à s'entraîner tous les jours, Peter Sagan. Parce que s'il est déjà pas motivé pour faire certaines courses, je ne dis pas pour s'entraîner dans le froid en Slovaquie ou je sais pas où il habite, en temps normal, Peter Sagan, ça doit pas être facile. Surtout qu'il n'y a plus son frère pour l'aider dans ce genre de situation. Et puis petit flop, alors léger flop pour la Groupama, pourquoi? Parce que c'est dommage du côté de la Groupama, on a beaucoup vu Kevin Geniet, on a beaucoup vu Stephen Kung, mais aucun des deux n'est dans le top 10 ce soir. Voilà, ils n'ont pas trouvé l'ouverture pour sortir dans un groupe, pour trouver la solution. Alors il y en a quand même, il y a Jack Stewart qui fait 17 aussi, qu'on a peu vu, mais c'est vrai que Geniet, on l'a énormément vu pendant toute la journée, vu que maintenant là j'ai le classement qui vient de s'afficher, j'ai tout le classement. Donc Mathis Louvel fait 13 et Mathis Lebert fait 23, pour savoir du côté des Français. Mais je trouve que vraiment du côté de Groupama, on a tenté, on s'est beaucoup montré à l'avant, mais on n'a pas trouvé la solution du côté de la Groupama FDJ. C'est dommage, voilà, de se montrer, mais de ne pas trouver la solution pour être aux avant-postes dans le final. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y avait un gros peloton, pour eux c'était fini, c'était mort. Demain, Kurn ne va pas vraiment leur convenir. Peut-être le Samin, même si ces dernières années on a plutôt eu des sprints sur le Samin. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas forcément sur ces épreuves-là où du côté de la Groupama ils peuvent le mieux s'en sortir. Je crois que déjà l'année dernière on les avait vus, je crois que Stephen Kung déjà avait pas mal attaqué sur cette épreuve-là, et puis ça s'était vraiment concrétisé plutôt sur la deuxième partie du mois de mars et le mois d'avril, sur des courses peut-être un peu plus difficiles. Là c'est vrai qu'à partir du moment où on s'est retrouvé avec un gros peloton, c'était un petit peu compliqué, mais c'est dommage d'animer autant la course et de ne pas être hyper bien classé au final à l'arrivée, puisque le mieux classé à l'arrivée c'est Jack Stewart, seulement 17ème, c'est pas exceptionnel de la part du coureur britannique. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! On passe au coureur au top. Je commence avec le vainqueur de cette journée, Dylan Van Baarle. Ça m'a fait marrer quand j'ai vu Van Baarle. Je me suis dit, quand j'ai vu Van Baarle sortir du peloton, je me suis dit, tiens, on me l'a marqué dans les commentaires il y a hier, après la présentation, on m'a dit, tu mets pas Van Baarle, là c'est le coureur qu'on oublie tout le temps. Bah oui, mais c'est un peu le problème de Van Baarle, c'est-à-dire c'est pas déjà un coureur qui est super charismatique, c'est pas une superstar du peloton. Et Van Baarle, je le dis, ça fait partie pour moi comme Dylan Teuns. Pendant très longtemps, on le mettait jamais parmi les favoris, Dylan Teuns. C'est un peu pareil avec pour les plus anciens avec Kim Kirchen, qu'on mettait jamais en favori. Je dirais que du côté, y a des coureurs comme ça qu'on ne met jamais en favori. C'est pas parce qu'on ne les aime pas ou qu'on les apprécie énormément, c'est juste que c'est des coureurs qu'on oublie. Par exemple,
Un coureur, c'est Kruijswijk. À une époque, Kruijswijk, tu ne le mettais jamais en favori, même s'il était très bon. Et parce que c'est un coureur qui n'inspire pas grand-chose. Et Van Baarle, c'est fou, c'est que autant il y a d'autres coureurs, par exemple maintenant Dylan Teuns, ça le fait plus. Dylan Teuns, maintenant je le mets parmi les favoris parce qu'il a gagné la Flèche Wallonne, donc maintenant j'y pense. Autant Van Baarle, toujours pas. Il a beau avoir gagné Paris-Roubaix, il a beau avoir un beau palmarès aujourd'hui Van Baarle, ça fait toujours partie des coureurs dont je n'y pense pas énormément. Voilà, ben c'est comme ça. Je sais pas si, mais encore une fois, pour les plus anciens, Kim Kirchen, par exemple, sur les Ardennaises, voilà, totalement un coureur qui était tout le temps là, mais dont on parlait jamais. Kim Kirchen. Et là, Van Baarle, je pense pas que c'était la carte numéro 1 de Jumbo, parce que normalement, le premier coureur qu'attaque dans les classiques flandriennes, c'est pas forcément le coureur dont on croit le plus. On garde la meilleure carte pour le dernier moment. Et là, je pense que le fait qu'on ait fait attaquer Van Baarle, c'est que on avait plutôt tendance à protéger la porte parce que en cas de sprint, la porte est un peu meilleure que Van Baarle. Par contre, une fois qu'il est sorti, il a été costaud. Et après, putain, tout assez vite, en fait, il y a 45 secondes d'avance. Et tu sais très bien que dans les 30 derniers kilomètres, 45 secondes d'avance, c'est déjà un petit matelas. C'est déjà un matelas qui fait que ça va être dur, ça va être compliqué. D'aller le reprendre, et en fait ces 45 secondes il les a gardés pendant très longtemps. Alors oui, sur les 5 derniers kilomètres il perd du temps, mais comme derrière ça se regarde un petit peu parce qu'il y avait deux bons sprinters et que tu avais Laporte, et ben il arrive à s'en sortir. Mais c'est une belle performance de la part de Dylan Van Baarle. Il rajoute encore une nouvelle ligne à son palmarès. Il n'avait pas gagné depuis Paris-Roubaix. Van Baarle, donc voilà, nouvelle victoire, et ça va lui faire du bien. Et puis on a vu encore la domination de la Jumbo, parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas Van Aert au départ, Van Aert défendait pas son titre, c'est l'équipe qu'on a vue pendant toute la journée. C'est-à-dire, la première attaque à 100 bornes de l'arrivée, c'est eux. Le mouvement de course ensuite, où il y a eu du Tratnik, on l'a vu pendant toute la course. Van Baarle, son mouvement de course, là aussi, ils ont dominé, mais vraiment dominé, comme dans les meilleures années de la Soudal Quick-Step. À l'époque, ça s'appelait De Koninck ou non. Ils ont dominé comme à l'époque de la Grande Maped, également dans les années 90, fin des années 90. Vraiment, là, la Jumbo, tu savais pas comment ils allaient être battus, à part Arnaud Delis, qui en cas de sprint, mais vraiment, je ne voyais pas comment ils allaient être battus. Ils avaient toujours un temps d'avance sur leurs adversaires. Pendant toute la journée, ils ont eu un temps d'avance sur leurs adversaires. Ils ont contrôlé la journée. Ils ne se sont jamais fait avoir. Enfin voilà, ils ont en plus créé une course de mouvement quand même, parce qu'ils ont déclenché la course à 100 km de l'arrivée. Enfin vraiment, ça a été, ils ont été au-dessus du côté de cette formation. Donc c'est vraiment une très très belle journée pour la Jumbo-Visma, et ils viennent déjà de faire mal à la concurrence au niveau mental, parce que je peux te dire que quand tu vois ce que l'équipe est capable de faire en sachant qu'il n'y a pas encore Van Aert, tu te dis, sur le Tour des Flandres, c'est un peu l'ogre à trois têtes qu'avait à une époque la Quick-Step. Maintenant c'est eux qui l'ont, parce que tu sais jamais si s'il faut suivre Van Baarle, Laporte ou Van Aert. Et il y a Tige Benoot aussi, qui est dans cet effectif. Tu sais pas qui il faut suivre. Ce qui a fait la force pendant des années de la Quick-Step. Tu savais pas s'il fallait suivre Boonen, s'il fallait suivre Terpstra, s'il fallait suivre Stibar. Tu savais jamais qui il fallait suivre. Et c'est un peu pareil maintenant avec la Jumbo. C'est la Jumbo maintenant qui a ce statut-là. Et ça devient une équipe très difficile à battre. Et en plus, quand ils courent comme ça, de cette manière-là, à la perfection, parce qu'ils n'ont pas fait d'erreur stratégique, c'est encore plus compliqué. Arnaud Delis. Toujours impressionnant, le gamin. Moi, ce qui m'impressionne toujours avec Arnaud Delis, bon, déjà, c'est un coureur qui est puissant. Parce que là, on a vu dans le mur de Gramont, il est impressionnant. Il arrive quand même à faire décrocher Christophe Laporte de sa roue. Alors, je sais bien que Christophe Laporte, c'était son premier jour de course, encore une fois, mais il faut quand même y arriver. Il fait quand même partie des meilleurs Flandriens, Christophe Laporte du moment, et il a réussi à le sortir de sa roue sans aucun problème. Moi, je regardais un petit peu sa manière
de grimper les pavés, il est déjà assis, il se met jamais en danseuse, hein, donc il a déjà la technique. Arnaud Delis, on voit beaucoup de coureurs sur leurs premières années. Je pense par exemple Mathis Lebert, il s'est mis en danseuse dans les sélections les plus difficiles. Delis, non, il monte en puissance, mais parce qu'il a les qualités physiques aussi qui lui permettent de faire ça. Moi, ce qui m'a impressionné aujourd'hui, mais ce qui m'impressionne assez souvent avec Arnaud Delis, c'est la maturité qu'il a. On a l'impression qu'il a 15 ans de cyclisme dans les pattes. C'est rare quand même si maintenant les jeunes sont de mieux en mieux préparés au monde professionnel, c'est quand même très rare à cet âge-là d'être aussi calme. Il a absolument pas dégoupillé. Alors je rappelle, il tombe peut-être au pire moment de la course, à 45 bornes de l'arrivée. Vous avez De Beust qui tombe juste après. Donc chez l'auto, à ce moment-là, c'est un peu la débandade, hein. En 5 km, ils perdent 2 très bons coureurs. Tu te dis, c'est pas l'idéal. Il revient à la vitesse de la lumière, enfin vraiment de manière très forte. Et ensuite, il est toujours dans le bon timing. Mais en même temps, je regardais Arnaud Delis, il est toujours très bien placé. C'est-à-dire que même quand il tombe, Arnaud Delis, il est en 20e position, 20e, 25e position. Moi, j'ai regardé toute la course diffusée à la télévision. Je ne l'ai jamais vu mal placé. Il y a des coureurs qu'on a vu mal placés. À un moment, Van Baarle, par exemple, il est mal placé dans un virage. Il a en plus un petit problème mécanique. Il est mal placé. Delis, il est toujours dans les 25-30 premières positions du peloton. Ça me rappelle Pogačar. Pogačar, c'est également pareil. Pogačar, il préfère bouffer du vent plutôt qu'être mal placé. J'ai l'impression que Delis a un peu la même stratégie. Et forcément, quand à ce niveau-là, c'est compliqué de se faire avoir. Alors à un moment, il est quand même tombé, hein, Delis, mais bon, c'est quand même compliqué de se faire avoir. Le problème d'Arnaud Delis pour le moment, c'est que son équipe... Alors, ça n'a pas été la débandade totale du côté de la Lotto Destiny, comme on a connu à une époque la Lotto Soudal, où parfois ça prenait l'eau à 70 bornes de l'arrivée, il n'y avait déjà plus personne. Il n'y avait plus que Greppel qui était en échappée. Malgré tout, c'est pas la structure la plus solide autour d'Arnaud Delis. Ce qui peut être un problème sur des courses avec plus de kilométrage ou avec plus de difficultés, ça peut être un problème. Mais moi, je suis quand même impressionné par les qualités physiques d'Arnaud Delis. J'ai rarement vu un coureur aussi puissant de toute ma vie et par ses capacités de maturité mentale, de réflexion derrière, c'est un coureur qui est très fort de ce côté-là, je trouve. On continue avec Alexander Kristoff. Là, on passe un petit peu du tout au tout. Un coureur qui a énormément d'expérience. Kristoff, faut jamais l'oublier. Certains l'oublient, Kristoff. Moi, je l'oublie assez rarement. Il fait quand même un très bon début de saison. Le passage chez Uno X lui a fait du bien. Je dirais pas que chez Intermarché, ça a été compliqué. Il y a quand même eu des soucis de relationnel avec Pasqualone. Ça, on l'a toujours dit que Pasqualone avait un peu du mal à se mettre au service de Kristoff. Mais je trouve que chez Uno X, je sais pas, le fait d'être capitaine de route, je sais pas, je trouve qu'il est très détendu, Kristoff. C'est pas qu'il n'était pas détendu chez Intermarché, mais je le trouve vraiment, là t'as l'impression que la pression, ça lui glisse sur les épaules. Sur toutes les images que j'ai vues de Kristoff, sur toutes les petites vidéos que j'ai vues de Kristoff, t'as l'impression que la pression, il s'en cogne complètement. Et puis Kristoff, il est en forme. C'est l'un des rares sprinters qui a déjà gagné. Et c'est l'un des rares sprinters qui a déjà gagné sans avoir fait une course en Arabie Saoudite, enfin au Moyen-Orient, sans avoir fait également le Down Under. Il a été en Europe, courir en Europe. Donc gagner un sprint sur les courses européennes qui sont quand même pas si faciles que ça montre quand même qu'il y a un bel état de forme. Là, il prend une belle 4e place. C'est tout à fait convenable de la part d'Alexander Kristoff. Et puis ça montre encore une fois qu'Uno X, sur ces classiques-là, flandriennes, ils ont un vrai bon collectif. On a vu énormément Rasmus Tiller avec son maillot de champion de Norvège. Enfin voilà, ils ont un beau collectif chez Uno X sur ce type de parcours-là. C'est peut-être sur ce type d'épreuve où ils peuvent remporter leur première course en World Tour.
Uno X. Je pense que c'est sur ce type de course-là où ils peuvent vraiment faire la différence. Voilà, ils ont vraiment le collectif pour faire des bons résultats sur ce type de course. Et puis je continue avec Tim Willems. Très performant aujourd'hui Tim Willems. Alors il a pas gagné, il fait pas top 10 Tim Willems. Mais je l'ai trouvé un petit peu comme Groupama FDJ, omniprésent aux avant-postes, mais vraiment, vraiment très fort, Tim Willems. Alors, on sait qu'il est bon sur ce type de course-là, on l'a déjà vu sur ce type de course-là, faire des résultats, quelques résultats. De toute façon, c'est toujours un coureur qui est très performant en début de saison. J'arrête Tim Willems jusqu'en avril, c'est bon. Après avril, c'est un peu plus compliqué pour Tim Willems parfois. Mais il a vraiment été extrêmement présent pendant toute la journée. Et c'est dommage qu'UAE n'ait pas concrétisé là-dessus, parce que bon, ils font une 9e place avec Rui Oliveira. C'est pas dingue. Trentin a lâché très tôt dans la journée et puis ils n'avaient pas Pogačar non plus au départ de cette épreuve. Mais j'ai trouvé vraiment Tim Willems, il m'a impressionné dans son travail d'équipier. Il finit 26e de la course, mais alors il a été omniprésent. Vraiment sur les 60 derniers kilomètres, on l'a vu, mais je sais pas, au moins pendant 20 minutes, pendant 30 minutes à l'avant de la course. Enfin vraiment assez impressionnant Tim Willems. Et c'est peut-être sur ces courses-là où son recrutement va être le plus intéressant pour UAE. Je dis pas que sur les épreuves de montagne, ça va pas être intéressant de recruter un Tim Willems, mais ils ont déjà des bons éléments. Voilà, ils ont déjà des bons éléments sur ce type d'épreuves qui font le travail d'équipier. Par contre, c'est vrai que sur les classiques pavés, ils n'ont pas encore un énorme effectif. Et Tim Willems, pour protéger du Pogačar sur des épreuves de ce type-là, ça peut être vraiment un atout supplémentaire pour cette formation. Enfin voilà, je l'ai trouvé vraiment omniprésent et très très bon aujourd'hui. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, 2 équipes et un coureur seul. Première équipe, Soudal Quick-Step. Certains vont dire oh t'es dur avec Soudal Quick-Step, il y a quand même Ballerini qui fait 6. Bon ok, Ballerini fait 6, bon, je dirais que c'est pas mal. Bon, il y a eu pire l'année dernière, donc 6 c'est pas si catastrophique que ça. Moi ce qui m'inquiète en fait avec la Soudal Quick-Step, je vais vous le dire, c'est qu'on les a pas vus de la journée. Ballerini fait 6, ok d'accord, mais ils ont jamais imposer leur rythme. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y avait pas Casper Asgreen. Ok, d'accord, il n'y avait pas Casper Asgreen, malade, c'est sûr que c'est pas top pour eux parce que c'est le leader. Mais bon, t'as quand même Lampart, t'as quand même Sénéchal. Alors Sénéchal, pas de chance, il tombe. Oh, ok, mais t'avais toujours Lampart. Le problème, c'est qu'on les a... En fait, heureusement qu'il y a Sénéchal qui est tombé. Et encore, Sénéchal, on ne l'a pas vu avoir un problème. C'est heureusement que Philippe Gilbert était là pour prévenir qu'il a eu un problème technique. Sénéchal, une chute ou un problème mécanique, on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour Florian Sénéchal. Mais ce qui est quand même super inquiétant du côté de la Soudal Quick-Step, c'est qu'on ne les a pas vus. Ils n'ont jamais imposé leur rythme sur la course. À 80 bornes de l'arrivée, on ne les voit déjà pas. Ils n'ont jamais été très présents. Et en plus du fait qu'on ne les a quasiment pas vus de la journée, ils perdent Tim de Klerk. Et ça, c'est une grosse perte, parce que Tim de Klerk, c'est quand même un coureur très important. C'est un coureur qui contrôle les débuts de journée. C'est un coureur qui est très important sur les classiques flandriennes. Et autant vous dire que la perte de Tim de Klerk, et tu rajoutes le fait qu'Yves Lampart, on ne l'a pas vu de la journée. Ballerini fait 6, mais en fait, on ne l'a pas vu de la journée non plus. Sénéchal, qui explose quand même. Alors Sénéchal, certes, il a un problème mécanique, mais il a complètement explosé dans le mur de Grammont. Hein. Vraiment, il a out. Pedersen, on l'a pas vu de la journée non plus. Ça fait quand même un peu beaucoup, quoi. Et vu en plus ce qu'a fait la Jumbo en face, ça va pas être facile du côté de la Quick Step. Courir de cette manière comme ils ont couru aujourd'hui, ça suffira pas. Il faudra faire beaucoup mieux du côté de la Quick Step, de la Soudal Quick Step, s'ils veulent gagner. Sinon, ça sera encore une année compliquée sur les Flandriennes. Et les sponsors, au bout d'un moment, ils vont se dire bon, c'est bien de gagner la Vuelta ou de faire, je sais pas, podium sur le Giro.
Mais les courses à domicile, ça a quand même son importance. Et l'année dernière, Patrick Lefebvre, il a pas trop kiffé. Et je pense qu'il a pas trop kiffé de pas être performant sur les Flandriennes parce qu'il a dû se faire remonter les bretelles quand même par les sponsors. Je pense que ça va pas plaire une deuxième année d'affilée s'il passe à côté. Donc ça serait bien de se ressaisir. Alors certes, 6ème place de Ballerini, ok. Mais je trouve que sur le reste de l'effectif, ça a été trop discret. Jonathan Milan, alors Jonathan Milan, c'est un mini flop. Il a tenté sa chance, voilà, avec Van Barle notamment. Et ils ont rejoint Mathis, enfin avec Mathis Lebert aussi, je sais plus qui. C'était pas Van Gils, c'était Vermersch qui était également à l'avant. Bon, il tente. Jonathan Milan, il a trop. Enfin, il est généreux dans l'effort ce cours-là. On le sait, Tour de Croatie, on l'a vu sur d'autres courses. C'est un cours qui est généreux dans l'effort. Mais sur une classique flandrienne, il faut savoir garder de l'énergie. Et Jonathan Milan, là, il a tout donné à 30 bornes de l'arrivée. Et il a complètement explosé. C'est-à-dire qu'à l'avant de la course, il a dû rester 15 km à l'avant de la course. Mais il a complètement explosé. Et pourquoi? Il passait trop gros relais. Il s'est fait sauter le caisson en fait, Jonathan Milan à un moment. C'était vraiment trop d'efforts. Et ça pourquoi? Pas une expérience dans ce type de course. Jonathan Milan, c'est un coureur qui vient de la piste, mais qui a encore peu d'expérience sur la route. C'est un bon coureur, mais c'est un coureur qui doit un peu se canaliser. C'est bien d'être généreux dans l'effort, mais il faut savoir en garder dans les moments importants. Et là aujourd'hui, il n'a pas su en garder dans les moments importants. Surtout que même s'il passe bien les bosses, c'est pas non plus un coureur qui... c'est un coureur qui a quand même un grand gabarit. Donc même s'il passe bien les bosses, sur les forts pourcentages, son gabarit à lui, il fait 10 cm de plus, je pense, que Van Barle. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué derrière. Sachant qu'il avait... je crois pas souvenir qu'il avait déjà roulé sur les pavés. Rouler sur les pavés, c'est quand même atypique. Faut rester assis sur sa selle pour motricer au maximum, parce que je rappelle qu'un vélo, c'est une propulsion. Donc il faut que la roue arrière motrice un maximum. Et la seule solution, c'est de mettre un maximum de poids sur l'arrière. Comme ça appuie, on va dire, sur la roue arrière. Et Jonathan Milan, tout ça, il n'a pas l'expérience. Je trouve que c'était un peu présomptueux de sa part de mettre des relais, des plus gros relais que Van Barle. Et c'était un peu trop présomptueux parce qu'il a explosé. Et puis, du côté de la Bahreïn, c'est vrai que Pasqualone fait top 10, mais on aurait pu s'attendre à un petit peu mieux de la part de la Bahreïn, vu le collectif qu'ils avaient au départ, notamment avec Fred White. Je m'attendais à un petit peu mieux de la part de la Bahreïn Victorious aujourd'hui. Puis je termine avec Alpecin de Koninck. Très inquiétant, Alpecin de Koninck. Je rappelle que pour l'instant, cette équipe n'a toujours pas gagné. Je rappelle que cette équipe, pour l'instant, a été peu visible, même dans les top 10 des classements. Et bien aujourd'hui, il n'y en a aucun dans le premier groupe chez Alpecin. C'est-à-dire que le premier coureur de l'équipe, que je remonte, c'est Jasper Philipsen qui finit à 1 minute 42, 33e. 33e. Dries de Monde finit à 2,46 avec Stannard et Vermersch. Riesbeck finit à 6,47. Craig Anderson finit à 11,56. Craig Anderson, c'est surprenant même de le voir aussi loin. Même si c'est pas un pur spécialiste des Flandriennes, là il finit 100e, c'est quand même compliqué. Il va falloir vraiment que Van Der Poel revienne très vite pour Alpecin, parce que sinon ça va être compliqué. C'est quand même dingue. À part Caden Grove, on n'a quasiment pas vu cette équipe. Heureusement, même tu te dis qu'il y a Caden Grove. Encore une fois, les points qui ne sont pas marqués là, ça sera dur d'aller les récupérer. Moi, encore une fois, je l'ai dit, c'est entre 7 et 8 000 points par an qu'il va falloir marquer. Vu le nombre de courses, désormais, on va avoir un calendrier beaucoup plus classique. En plus, on a changé un petit peu le règlement, donc ce qui fait que le règlement est plus généreux en points. 8 000 points, entre 7 et 8 000 points, si tu attends le mois de mi-mars pour scorer tes premiers 100 points de la saison, c'est un peu tardif. Donc ça peut être un vrai problème pour Alpecin. Avec Astana, c'est quand même deux équipes pour le moment qui sont très discrètes,
Et ça va être un vrai problème au bout d'un moment, parce que Alpecin, on les voit absolument pas. Et là, c'est quand même pas très rassurant, parce que Van Der Poel, il va encore devoir se démerder seul, hein. Parce que bon, ça n'a pas été très impressionnant de la part d'Alpecin de Koninck. Au niveau collectif aujourd'hui, on les a pas vus non plus. Ça va être un peu inquiétant pour Van Der Poel qui va devoir un peu se débrouiller tout seul. Ça, c'est pas très rassurant. Demain, je ne sais pas si on fera le débrief de Kurn-Bruxelles-Kurn. Je regarderai peut-être la Drôme Classique demain. Enfin, on verra voilà, comment on fera pour Kurn-Bruxelles-Kurn, mais ça sera peut-être lundi. Il y aura également le Samin mardi, je rappelle, du côté des classiques belges. Et puis, il va y avoir le tournoi de destination également. Classique de l'Ardèche, Drôme classique. Enfin voilà, il y a un beau calendrier, il y a un beau petit programme là pour la fin de semaine et le début de la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!